Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue sur ce Batimat 2024 pour ce colloque spécial hors-site, réussir la transition vers le hors-site, vers la construction modulaire. Je suis ravi de vous accueillir. Je me présente, je suis Fabrice Coustet, je suis journaliste indépendant. J'ai travaillé pas mal de temps sur Radio Imo, aujourd'hui dans d'autres fonctions. J'ai rencontré Pascal Chazal et Olivier Villeneuve qui dirigent le site Hors Site. On a fait pas mal de podcasts qu'on peut toujours retrouver sans doute sur Internet. Et je suis ravi de vous accueillir pour cette première table ronde, le Hors Site, une opportunité pour la construction durable. Alors, c'est vrai qu'on est en plein Batimat. Merci d'être venu pour assister à cette conférence. Qui parmi vous a déjà entendu parler du hors-site à main levée? Bon, c'est pas mal. Il y a des aficionados, il y en a d'autres peut-être qui connaissent moins. Donc on va essayer de faire le point justement sur ce que c'est, sur ses avantages. Aujourd'hui, en tout cas, il est temps de passer à l'échelle, puisque le hors-site, ça fait un petit moment qu'on en parle, ça fait un petit moment qu'on en fait, mais peut-être qu'il n'est pas encore assez connu du grand public. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est bien pour l'écologie, pour l'économie? On sait que la construction est un peu en crise, donc on va essayer de demander à nos panélistes, à nos invités, eh bien de quoi ils retournent, comment faire, comment standardiser cette démarche, quels sont peut-être les freins au développement du hors-site, comment on peut aujourd'hui aller plus loin, passer à l'échelle, comment on peut mieux organiser la filière. Bref, eh bien, on va tout savoir en 3 heures. Alors, il y aura 3 conférences. La première, c'est effectivement une opportunité pour la construction durable. Et je suis ravi d'accueillir nos 5 panélistes. Donc, nous avons Stéphane Defay. Bonjour Stéphane. Bonjour. Directeur général de Grand Paris Aménagement. À vos côtés, Pierre Polo. Bonjour Pierre. Bonjour. Conseiller auprès de la Direction générale d'immobilier 3F. Fabien Gantois, vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes, CNOA. Bonjour Fabien. Bonjour. Voilà, c'est un architecte. On va voir si les architectes sont pour ou plutôt contre. À vos côtés, Cédric Lauré. Bonjour Cédric. Bonjour. Directeur général adjoint du groupe Polylogie, bailleur social et grand ordonnateur du hors-site. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus un logement qui sort sans avoir un module hors-site 2D, 3D. On va voir ce que c'est dans un instant. Et puis Paul Sachot. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes chargé de mission et d'expérimentation d'Est Métropole Habitat, avec là aussi des réalisations en cours. On va voir ça dans un instant. Justement, je vais vous demander à chacun, si vous le voulez bien, pour démarrer cette table ronde, de vous présenter. Alors rapidement, parce que tout le monde a un CV long comme le bras. En plus, je les ai tous eus au téléphone. Ils sont extrêmement bavards. Et comme on a envie de terminer à l'heure, au moins la première session, on va demander de vous présenter et surtout ce que représente pour vous le hors-site, comment vous le vivez aujourd'hui. Stéphane Defay, on commence avec vous. Grand Paris Aménagement. Donc Stéphane Defay, je suis directeur général de Grand Paris Aménagement, qui est le plus gros aménageur de France aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, 2 500 000 mètres carrés prescrits dans le cadre de nos opérations sur une période de 10 ans. Et Grand Paris Aménagement s'est engagé résolument sur le hors-site, puisque l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est 80% des projets immobiliers développés chez nous en construction hors-site à horizon 2031. Et également, même si je parlerai plus au titre de Grand Paris Aménagement, président de l'association Filière Hors Site France, récemment créée. On aura l'occasion peut-être d'en redire un mot dans quelques instants. Pierre Polo, Immobilière 3F. Oui, donc Pierre Polo, je suis architecte de formation, je suis conseiller auprès de la Direction générale d'Immobilière 3F depuis que j'ai pris ma retraite le 1er avril 2024. Parlez bien dans le micro, comme ça on vous entend. Je suis conseiller donc après avoir une période comme directeur de la maîtrise d'ouvrage assez longue chez 3F. Donc je me suis intéressé évidemment à la filière sèche, puis au hors-site quand Pascal Chazal, ici présent, a importé ce terme sorti de l'anglais off-site et qui est venu d'ailleurs présenter chez 3F au comité exécutif ce qu'était le hors-site, je crois en 2018, quelque chose comme ça. Donc peu de temps après l'invention de ce terme. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours personnellement passionné. Au sein du groupe 3F, donc, je pilotais la maîtrise d'ouvrage en Ile-de-France. Le groupe 3F, en quelques mots, c'est 300 000 logements en France entière, à peu près la moitié en Ile-de-France. Et on produit 4 à 5 000 logements par an en train de moyen. Donc le hors-site, effectivement, on s'est rencontrés avec Stéphane et on vous reparlera tout à l'heure de l'association hors-site dont on fait partie des membres fondateurs avec mon voisin de gauche qui va se présenter.
Voilà, on a l'association. Alors Fabien, vous continuez justement, Oui, membre de merci. l'association également. Donc Fabien Gantois, architecte et vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Nous représentons les 30 500 architectes inscrits en France. Juste rappeler que c'est une profession réglementée. Il faut avoir un diplôme d'État en architecture ou une équivalence, être assuré et évidemment se former de manière régulière pour être architecte. Et puis pour revenir au hors-site, effectivement c'est quelque chose qui ne peut se faire sans les architectes parce que faire du bâtiment, c'est faire de l'architecture et qu'au-delà de ça, eh bien, il faut donc penser la question constructive en présence des architectes et c'est tout l'intérêt pour les architectes d'y être. Merci Fabien. Cédric Loret. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Cédric Loret, je suis directeur général adjoint du groupe Polylogie. Alors le groupe Polylogie, c'est un opérateur global de l'habitat qui vient du logement social. On dispose de 85 000 logements sur la France, 60 000 sur l'Île-de-France en particulier. On a dans ce groupe à la fois un savoir-faire sur le logement social, mais aussi sur la promotion, l'aménagement et l'administration de biens. Et on est un acteur clairement engagé sur le hors-site. On a décidé qu'en 2030, on ne serait pas aussi ambitieux que ce que dit Grand Paris Aménagement, mais on se met dans cette trajectoire avec au moins 50% de nos opérations qui seront réalisées avec des solutions hors-site à compter de 2030. Et pour ça, on a mis en place un plan d'action au sein du groupe pour prendre ce virage, cette transition. Et puis j'ai un passé par ailleurs dans le secteur public où j'ai eu l'occasion de voir Stéphane, Pascal dans des fonctions antérieures qui m'ont bien sensibilisé à l'intérêt du hors-site, notamment sur la décarbonation de la construction. Dans un moment où on parlait beaucoup de la RE 2020 et qu'elle était pas mal remise en question. Et j'ai trouvé qu'avec le hors-site, on avait peut-être aussi le début d'un chemin qui nous permettait d'atteindre les cibles les plus ambitieuses de cette réglementation environnementale. Pierre Polo, conseiller auprès de la direction générale. Paul Sachot. Et Pierre et Paul. Polo, ça reste pour les intimes. Mais bon, on est en petit groupe, on peut. Paul Sachot, chargé de mission chez Est Métropole Habitat. EMH, c'est un OPH qui est situé sur l'Est lyonnais. On gère 17 000 logements et on vient d'expérimenter 3 sujets. 2 opérations de 1000 logements en réhabilitation en site occupé avec une démarche qu'on appelle Energy Sprong, le saut énergétique en démarche compatible. Donc c'est des traitements de façade avec des panneaux préfabriqués. Et donc on a livré une première opération de 988 logements. On a commencé en 2019, on l'a fini en 2021. Au lieu de faire 5 ans, on l'a fait en 2 ans, Covid compris. Et on est en train de faire une deuxième opération de 930 logements sur Saint-Priest, toujours en site occupé, 27 bâtiments qu'on fait en 19 mois. Et là, pour le coup, on est passé en 80% de matériaux biosourcés. Et on a aussi des expérimentations de modulaire 2D et 3D pour faire de l'occupation temporaire sur des fonciers libres. On fait donc des logements d'urgence pour des demandeurs d'asile. Et on vient de finaliser une première opération de déménagement de modulaire 3D sur un nouveau site. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une certaine connaissance et retour d'expérience. Et l'idée, comme aujourd'hui, c'est de pouvoir partager ce retour d'expérience, ce qui marche moins bien, ce qu'on peut améliorer et à la fin, combien ça coûte. Voilà, c'est effectivement le but de cette conférence. Alors, Paul, c'est intéressant ce que vous avez dit. Vous avez déjà rentré dans le vif du sujet en nous citant quelques métriques et surtout des métriques en termes d'économie de temps, de moyens, d'énergie, de ressources. Voilà, vous avez cité des chiffres, 5 ans, on passe à 2 ans. Est-ce que vous avez d'autres chiffres justement sur 100 mètres carrés bâtis ou construits? Combien on peut économiser? Pour le coup, j'ai pas mal de retours sur ces éléments-là. En gros, pour 100 mètres carrés de façade classique, il faut environ 3 semaines. Il faut 650 percements. Et là-dessus, quand on vient comparer à une façade préfabriquée pour 100 mètres carrés, c'est face au locataire 3 jours, c'est 150 percements de fixation. Et in fine, la façade classique nous a coûté autour de 110 € et la façade préfabriquée nous a coûté environ autour de 300 €. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que au lieu de faire une étude en 4 ans et de faire un chantier en 4 ans, duré entre 4 et 9 ans, là on a fait 24 mois d'études en conception-réalisation en dialogue compétitif et 19 mois sur le dernier projet, 19 mois d'études, de travaux. C'est-à-dire qu'en même pas 4 ans, on arrive à sortir le projet et à le livrer. Oui. À bon entendeur, s'il y a des sujets, vous voulez vous faire financer par des communes, ça rentre dans la taille d'un mandat. Très utile.
C'est bien de le rappeler, surtout en ces temps politiques un petit peu troublés. Alors les aménageurs sont à l'écoute et quand on entend ces chiffres, on se dit tiens, finalement cette fabrication off-site, hors-site, en usine, elle prend tout son sens. Comment vous le voyez chez Grand Paris Aménagement, où on voit le nombre de projets et les millions de mètres carrés qui sont en chantier actuellement? Alors, c'est vrai que quand on parle hors-site, je ne vais pas citer tous les avantages du hors-site, parce que en fait, c'est presque le problème du hors-site, c'est qu'il y en a tellement, dans tellement de registres différents, qu'à un moment donné, on a presque du mal à y croire tant qu'on n'a pas mis les mains dedans. Je vais peut-être citer quelques raisons pour lesquelles on intervient hors-site, et je vais essayer plutôt de partir sur des raisons qui ne sont pas celles habituellement entendues. La première, c'est sur la qualité de vie au travail des compagnons. Parce que très concrètement, vous prenez un charpentier. C'est le témoignage qu'avait donné un charpentier de l'entreprise Vestac dans le Parisien il y a un an. Avant de travailler chez Vestac, entreprise du hors-site en Ile-de-France, son quotidien, c'était de la route. Oui. Donc il ne voyait pas ses enfants à midi. Si je suis très concret, des conditions, plus ou moins, il fait froid, tout ça sont aussi la qualité de vie pour le compagnon. Enfin, les enfants à midi, on ne les voit pas forcément non plus, mais après, les conditions de travail, froid en hiver, chaud en été, les risques aussi, parfois sur les chantiers, le trajet, effectivement, qui est parfois compliqué à Paris et région parisienne, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est pénible. Et c'est pénible. Et là, on a une vraie capacité d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et on sait quelle est la difficulté de recruter et de fidéliser des compagnons au jour d'aujourd'hui dans le monde du bâtiment en général. Premier type d'exemple. Deuxième chose sur la question économique. Et je vais aussi évoquer quelques chiffres que je trouve très intéressants. En ce moment, on est en train de réaliser une opération en copromotion immobilière avec une entreprise qui s'appelle GA Smart Building, qui est un acteur connu du monde du hors-site, en logement familial. Coût de travaux exactement identique à de la construction traditionnelle. On ne gagne rien. Au travers de l'économie de durée, sur les frais financiers, à la fois ceux du copromoteur, du promoteur immobilier, mais aussi ceux des acquéreurs qui vont avoir des pré-relais, des choses comme ça, oui. On économise quasiment 10% du chiffre d'affaires, du prix de vente du logement. 10%, c'est énorme. Et d'ailleurs, quand on parle de hors-site, je pense que c'est effectivement important de ne pas simplement s'arrêter à une métrique qui est un nombre d'euros comparé au mètre carré, comparé à un autre nombre d'euros au mètre carré, mais dans un vrai coût global de possession, et notamment en intégrant le coût du temps, le coût réel du temps. Oui, parce comme que on disait, si on gagne 2 ou 3 ans à coût ISO, c'est le temps, c'est de l'argent, la prend personne. Donc on y gagne également. Beaucoup de choses pour rebondir de ce que vous nous avez dit. On va essayer de faire des réponses assez courtes, comme ça tout le monde pourra s'exprimer. Pierre Paulhan, en préparant, vous m'avez dit qu'il faut rendre les modes constructifs plus qualitatifs, avec moins de nuisances, moins de consommation d'eau et moins cher. Est-ce que c'est ça la définition du hors-site pour simplifier ? Oui, c'est une partie de la réponse, de la définition. Moi, quand j'aborde le hors-site, je l'aborde d'abord par l'angle de la rationalisation de la construction. En disant, globalement, en ces 50 dernières années, il y a eu une progression qui s'est faite, mais insuffisante. Et je dirais que le secteur n'a pas fait sa mue industrielle comme le secteur aurait dû sans doute le faire. Donc je pense que c'est avant tout la rationalisation. La rationalisation, c'est effectivement la maîtrise des coûts, la maîtrise des délais, la maîtrise de la qualité, sans oublier la maîtrise de la qualité architecturale, bien évidemment. Et là, la maîtrise des coûts, qui est un élément essentiel, on le voit bien aujourd'hui. Donc on voit qu'aujourd'hui, les coûts ont augmenté, le foncier a augmenté, on arrive vraiment à des niveaux de prix de revient qui ne permettent pas l'accession dans des conditions convenables, ni la possibilité de louer à des niveaux corrects. Donc il est important d'inscrire le hors-site dans cette rationalisation qui vient croiser les objectifs de la RE 2020 qui, aux horizons 2028 et 2031, vont nous obliger en termes de décarbonation et donc vont nous obliger à réfléchir à des modes constructifs plus innovants.
Donc quand on parle hors site, on parle effectivement 1D, on parle 2D, on parle 3D, on parle de composants non structurels comme les potes de salle de bain et les balcons et les escaliers. Donc on a toute une boîte à outils qu'il faut utiliser et tous ces composants-là doivent être mis en œuvre dans nos opérations. Et je dirais, j'ai une note optimiste aujourd'hui, c'est que je faisais un peu les comptes de ce qu'on a fait en 2023. En 2023, plus de 20% de nos opérations comportent des composants hors site. Et en 2024, on a 40% de nos opérations qui font l'objet d'OS avec des FOB. Donc 40% d'OS avec des FOB. Donc je dirais, quand on est au stade OS, ça veut dire que le sujet est bien ancré. Et dans nos cahiers des charges, on intègre dès à présent cette dimension-là. Donc, alors, on ne fixe pas les 80%, on est des maîtres d'ouvrage, donc on a fixé 50% d'objectifs de production hors site à l'horizon 2031. Je pense qu'on y arrivera parce qu'on est sur une tendance qui est quand même plutôt vertueuse. Donc, je suis assez optimiste. Fabien Gantois, quand on parle effectivement du hors-site, il y a pas faire où il y avait peut-être une levée de bouclier de la part des architectes qui disent mais voilà, si on construit finalement des boîtes, si tout est uniforme, monotone, on n'aura plus besoin d'architectes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais répondre en commentant ce que vient de dire Pierre Polo à l'instant. C'est-à-dire que le bâtiment a vécu une forte période de rationalisation. On se rappelle de l'après-guerre. Il a fallu reconstruire le pays, parce que le pays était vraiment très abîmé, notamment en 1940, donc plusieurs centaines de milliers de logements à construire, et puis après, la question de la fin des colonies. Et pendant plusieurs dizaines d'années, on a eu des systèmes qui ont été plus ou moins légers, plus ou moins lourds, extrêmement variés, contrairement à ce qu'on croit, mais notamment une filière qu'on a appelée évidemment la préfabrication lourde qui nous est venue des travaux publics, qui a donné une image assez négative finalement de la préfabrication. Oui. Et puis dans les années 70, on s'est dit bon, là il y a un petit problème, on est en train d'uniformiser le paysage et donc on va acter d'une loi sur l'architecture pour dire que la création architecturale et la qualité des constructions, mais l'insertion dans le contexte, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, depuis maintenant près de 50 ans, les architectes, mais tout le monde, on vit dans cette loi. C'est-à-dire que c'est la question du contexte. On dessine des villes, on dessine des bâtiments qui sont adaptés à leur site, adaptés à nos modes de vie, tous partagés, et puis adaptés aux matériaux, etc. Et donc aujourd'hui, l'enjeu du hors-site, c'est de ne pas retomber dans une logique ultra-autonome technicienne, c'est-à-dire la logique même technique aveugle à tout ce qui se passe autour, mais justement fort de la numérisation, fort des filières locales, du développement de filières bois, matériaux biosourcés, etc., d'être capable de répondre à une contextualité avec la robotisation, la numérisation, l'IA aussi. C'est ça, en fait, aujourd'hui, l'avenir du hors-site. C'est comment faire du haut de couture, évidemment au prix du prêt-à-porter, pour répondre aux enjeux, mais en répondant à ce qu'on a dit collectivement il y a 50 ans. Donc c'est faire plus, mais faire mieux, surtout encore. Faire plus, faire mieux. Vous soulignez également l'avancée de la technique, de la technologie. On voit les outils numériques qui arrivent. Et pourtant, vous dites la logique technique, attention, n'est pas la logique de l'habitat, n'est pas la logique de la ville. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se dit, voilà, ça va être, je caricature, mais c'est le modulaire qui est déplacé sur la voirie, qui va donner, de par son gabarit, le rythme au bâtiment et donc le rythme finalement à nos modes de vie pendant des années. Je vais habiter une chambre qui va faire 2,50 m de large. Je ne pourrais pas avoir deux configurations pour mon lit, mon bureau, mes enfants, etc. Et donc là, on voit que c'est l'enjeu du temps, si vous voulez. L'architecture, c'est du temps long. On construit un bâtiment, alors normalement c'est 30 ans sur les investissements immobiliers. On va dire que d'un point de vue rationnel et civilisationnel, un bâtiment, c'est entre 80 ans minimum et 2 ou 3 siècles. Alors pour gagner 6 mois ou peut-être 2 ans sur un chantier, on va hypothéquer les modes de vie de plusieurs générations. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est de faire bien sur la réduction du temps. Ça veut dire évidemment réfléchir de manière commune et avoir le temps nécessaire au niveau de la matière grise pour réfléchir architecte, ingénieur, aménageur, maître d'ouvrage bien ensemble, pour ensuite évidemment réduire le temps de chantier, mais garantir la qualité in fine. On va demander à Cédric Loret s'il est d'accord avec ça, puisque à l'intérieur des bâtiments, on peut se poser des questions, pour l'extérieur, pour l'intérieur. Vous dites, Cédric, vous avez dit, à l'intérieur des bâtiments, la standardisation doit être la norme. Expliquez-nous, exemple avec une salle de bain, par exemple.
L'exemple de la salle de bain, c'est le meilleur qu'on ait aujourd'hui dans le hors-site non structurel. La salle de bain, moi je viens d'un milieu où on construit, on exploite des logements sociaux, comme Pierre d'ailleurs. Et quand on se promène dans notre patrimoine, quelle que soit l'époque de construction, on s'aperçoit que l'intérieur des logements est toujours à peu près conçu de la même façon. On voit l'impact des normes PMR évidemment dans ces logements aujourd'hui, mais l'intérieur du logement c'est toujours la même chose. Et ce qui compte, c'est que le geste de l'architecte, en tout cas dans du logement social où on cherche à faire quelque chose à prix maîtrisé et à loyer maîtrisé, il est important qu'on mette les moyens architecturaux sur l'extérieur, sur la manière dont le bâtiment va s'insérer dans le quartier. En revanche, sur l'intérieur, assumons le fait qu'on ait une certaine standardisation. Il n'y a pas de mal. La salle de bain, c'est un bon moyen pour le faire. Mais on peut aussi réfléchir à d'autres fonctions qu'on va trouver à l'intérieur du bâtiment. Quand vous vous promenez dans du patrimoine social, les parties communes, elles sont souvent aussi similaires, qu'elles aient été faites à l'époque de la préfabrication ou après. Oui. Donc assumons tout ça dans notre façon de réfléchir le hors-site. Assumons du coup le fait que quelque part, il faut intégrer la pensée de l'industriel quand on conçoit le bâtiment au départ, d'où le fait de partir sur des conceptions-réalisations, par exemple, dans notre façon de produire des logements demain. Et c'est comme ça qu'on arrivera à la fois à travailler sur des bâtiments qui vont bien s'insérer architecturalement parlant, et on ne tombera pas dans la caricature du hors-site standardisé, où ceux qui connaissent mal le sujet voient tout de suite le module 3D qu'on empile et qu'on a juste envie de déplacer à un moment donné. C'est surtout pas ça le hors-site. Le hors-site, au contraire, c'est comment on réfléchit à cette standardisation, mais qu'on laisse une place au geste de l'architecte. Et aujourd'hui, on voit bien, on a à la fois des solutions en 3D qui peuvent servir sur une partie du bâtiment qu'on peut combiner avec d'autres. Et c'est ça qui permet à l'architecte de conserver sa liberté d'expression, de mon point de vue en tout cas. On comprend bien, et puis on comprend les enjeux aussi pour un bailleur social, effectivement. Pas la peine, vous dites, pour résumer, de réinventer la roue à chaque fois pour une salle de bain qui est standard. Alors, droit de réponse, après, Paul, bien sûr, on aura votre témoignage. Droit de réponse, Fabien Gantois. Évidemment, ça appelle une réponse. C'est-à-dire que la question du design, c'est pas que la question de la façade. L'architecture, c'est pas que la façade. Donc voilà. Donc la salle de bain, évidemment, premièrement, les architectes sont intéressés par la standardisation. Et d'ailleurs, ils ont accompagné cette histoire de manière extrêmement forte et riche. Donc il n'y a pas un refus de ça. Après, voilà, est-ce que la salle de bain, elle est au cœur du logement et qu'on l'a fait super nulle, c'est-à-dire pas de lumière, une ventilation mécanique contrôlée? Est-ce qu'on la positionne en façade? L'impact de la trame sur l'insertion urbaine? Tout ça, c'est des sujets qui font que l'architecture, elle ne se limite pas simplement à la peau extérieure du bâtiment et ce qui va être donné à voir. Donc ce n'est pas simplement un emballage, mais c'est une pensée sur toute la mécanique et la distribution même de l'édifice, entre la grande échelle de la ville jusqu'à la partie évidemment la plus intime qui est la salle de bain. Paul Sachot, justement, vous connaissez bien cette construction modulaire, puisqu'il y a des modules qui traversent même la France. Expliquez-nous ce que vous avez fait du côté de l'Autre-Soie, par exemple. Alors effectivement, nous on a travaillé sur le secteur de l'Autre-Soie où on a fait sur un terrain vierge qui a vocation à devenir constructible 5 ans après. On s'est dit on va faire une occupation temporaire pour faire du logement d'urgence. Donc c'est près de 50 modules qu'on a assemblés pour faire 21 logements qui sont en 50% en T3, 50% en T4. On vient la semaine dernière pendant l'été on les a démontés, on les a réassemblés. Pas au bout de la France, mais on les a réassemblés à quelques kilomètres et on a tout réinstallé et on vient de faire entrer les familles dans le lieu. Et l'avantage, c'est qu'on a un retour aussi bien technique, mais aussi financier. Et donc, c'est là où on se rend compte qu'en 2 mois, on a reçu à tout démonter, tout réinstaller et à reloger les familles. Ça, c'est pour le coup une vraie prouesse. Je rebondis sur ce qu'on avait évoqué. Il y a la question des freins. On évoque la standardisation. Moi, j'aime bien le modèle qu'on va prendre sur une voiture, une Zoé, exemple. Oui. Si je prends une Zoé, moi, j'achète tous les mois une Zoé. À la fin de l'année, vous me dites, c'est dommage, tu aurais dû négocier 12 Zoé. Tu aurais peut-être eu un meilleur tarif. Alors, je me dis, si au bout de 3 ans, je négocie 3 x 12 Zoé, est-ce que j'aurai un meilleur tarif? Puis c'est là où je me dis, mais peut-être mon confrère, là, il aimerait aussi de la Zoé. Mais mes autres confrères, et à la fin, à l'échelle Aura HLM, on se dit, mais en fait, on aura besoin de 2500 Zoé par an. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et je pense que l'enjeu de demain, il est aussi de massifier la réflexion pour qu'on ne reparte pas tous à réinventer l'eau chaude, mais qu'on puisse partager et rebondir sur les expériences passées. Moi, j'ai 3 expériences.
On a déjà commencé à réaliser des REX, des retours d'expérience. Oui. Et on est en mode open data où on va transmettre cette connaissance. On n'a pas l'idée de mourir avec notre flambeau et de rester. Non, au contraire, l'idée, c'est de passer le flambeau aux autres pour que ça puisse s'enrichir à chaque fois. Et c'est vraiment la démarche, on va dire, pour le coup de hors-site. C'est pas de vivre dans son coin, c'est de s'enrichir de toutes les expériences. Alors le retour d'expérience c'est important, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour partager, vous nous l'avez dit en plus, vous l'avez annoncé en préambule, ce qui marche, donc on a bien compris au niveau des coûts, du temps, des délais, mais aussi ce qui marche moins, ce qui ne marche pas, ou peut-être ce qui bloque. Je voudrais avoir votre avis les uns et les autres sur justement ce qui bloque aujourd'hui ou ce qui a moins marché, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Gardez la parole pour l'instant et on rebondissait. Très rapidement, pour moi il y a deux choses qui ne fonctionnent pas. La première chose, c'est si vous avez une direction générale qui ne souhaite pas aller là-dedans. Si la direction ne veut pas y aller, ça ne sert à rien d'y aller. Il faut absolument que ça soit un choix de la direction. Dans notre cas, c'est quelque chose qui a été porté par mon ancien directeur qui maintenant est maire de Villeurbanne, Cédric Van Sivandel. Je lui ai dit, on fait 1000 logements. Il me dit, allez, vas-y, fais les 3000, comme ça sera réglé. Moi, je dis, on va déjà faire 1000, on va déjà tester. Et bien, in fine, j'avais une bonne partie du comité de direction, même en interne, qui était contre. Après avoir livré le premier projet, on leur a dit, on fait quoi? On a un deuxième projet de 1000 logements. Ils ont tous dit, oui, on y va. J'ai des confrères qui nous ont dit, c'est une connerie, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ce qu'on m'a sorti. Vous allez vous planter. Vous n'y arriverez jamais. On va tout faire pour que ça ne marche pas. Hein, j'ai quand même eu ça. Et quelques mois après, ils sont venus, parce que leurs directeurs ont échangé entre eux, ils se sont dit, mais il faudrait que tu fasses comme EMH. Et donc, ils sont revenus pour me dire, en fait, tu pourrais me dire comment tu as fait, parce qu'il faut que je fasse un projet comme toi. Et bien, au bout d'un moment, je pense que c'est ça, on vient défricher. Mais au bout d'un moment, on est avec notre bâton de pèlerin et puis on avance. Et tous ceux qui veulent aller avec nous, ils sont les bienvenus. Cédric Loret, même question, on va faire dans l'autre sens tiens, pour changer. Oui, on se connaît un petit peu parce que j'ai animé la matinale des partenaires et on a presque avec vos partenaires, maintenant ils ont un petit peu l'obligation de rentrer évidemment dans le grand cycle de la décarbonation, etc. Mais également, pratiquement tous vos projets maintenant ont, je le disais tout à l'heure, des éléments 2D ou 3D. Pourquoi cette démarche? Est-ce que c'est accepté? Et peut-être c'est accepté d'abord, par la direction, mais aussi, vous insistez dessus, par les collaborateurs. Oui, alors je partage tout à fait les deux choses que vous avez dites. La première, c'est qu'il faut un engagement politique au plus haut niveau pour que ça fonctionne. Sinon, on n'y arrive pas. Et c'est cette première résistance culturelle contre laquelle il faut lutter. Mais ce n'est pas forcément très compliqué vu la conjoncture dans laquelle on est aujourd'hui, avec de toute façon, comme je le disais en introduction, une réglementation environnementale qui nous force à penser aujourd'hui l'acte de construire autrement. Sur ce que vous avez dit par rapport à la massification, je partage aussi pleinement. Je pense qu'on a aujourd'hui besoin de passer cette étape. Il faut que chacun d'entre nous réfléchisse sur tout ce qu'on peut acheter et dupliquer dans nos opérations quand on construit et qu'on partage ce besoin et qu'on donne de la visibilité aux industriels. Pour revenir sur votre question en interne et le fait qu'on intègre le hors-site dans notre façon de concevoir les opérations aujourd'hui, comment on fait? Déjà en formant le plus possible nos collaborateurs à ce que c'est aujourd'hui la construction et la réhabilitation hors site. C'est la première étape à franchir parce que si on ne fait pas ça, on risque d'avoir d'avoir des gens qui sont plutôt dubitatifs par rapport à la solution, qui craignent par ailleurs de prendre un risque sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ça me semble indispensable de travailler à la fois sur la formation des collaborateurs et puis sur le fait qu'on ait une direction générale complètement engagée. On le fait chez nous dans le groupe avec cet objectif de 50% de hors-site dans toutes nos opérations. Alors on y va pas à pas, on n'est pas encore aujourd'hui dans une logique où tous nos ordres de service comprendraient au moins une solution hors-site. Mais on a fixé le cap et on attend de nos équipes maintenant qu'elles nous proposent, avec les architectes avec lesquels elles travaillent, des projets dans lesquels on retrouvera au moins un élément de hors-site dans ce qu'on produit. Et c'est d'autant plus facile que quand on est bailleur social, on est aussi amené à produire des logements spécifiques, c'est-à-dire des logements de petite typologie dans laquelle on va avoir cet effet répétitivité assez évident. Il suffit de penser au logement étudiant. Dans le logement étudiant, la salle de bain préfabriquée, c'est assez logique qu'on utilise toujours la même salle de bain dans un logement étudiant. C'est des choses qui sont complètement similaires et duplicables. Donc on a par ailleurs cette responsabilité. Stéphane insistait sur l'impact social et sociétal du hors-site. Moi, j'aime à dire que le hors-site, c'est notre marqueur de la politique RSE du groupe Polylogie. Oui. Parce qu'on touche à la fois la politique environnementale
social, mais aussi on accompagne la transition de tout un secteur économique. C'est le rôle qu'un maître d'ouvrage doit avoir, à mon avis, aujourd'hui là-dessus. Oui, et juste avant de passer aux autres, est-ce que vous percevez une dynamique au sein des bailleurs sociaux? Il y avait un gros salon la semaine dernière. Est-ce que ça commence à infuser justement? Est-ce que le partage des bonnes pratiques se fait entre bailleurs sociaux? On y va pas à pas, mais regardez, on est déjà 3 là, sur le tour de table. Il y en a d'autres qui adhèrent à l'association filière Hors-Site France. Donc je pense que ça prend petit à petit, mais on observera ce que disait mon collègue précédemment, c'est-à-dire qu'on verra dans le tissu des bailleurs sociaux des directeurs généraux qui resteront dubitatifs et qui préféreront continuer à travailler avec de la construction traditionnelle. C'est juste qu'au bout d'un moment, ils vont être coincés. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper le moment où on sera coincé. Et pourtant, on a l'impression que, comme beaucoup d'évolutions et de révolutions, ça ne se fait pas en une fois. C'est comme l'énergie. Il y a un mix qui se fait. Le hors-site, ça ne veut pas dire qu'on va tout remplacer par le hors-site. Fabien Grantois, on a cette mixité de la construction traditionnelle et du hors-site. Est-ce que ça peut cohabiter? Complètement. On le voit. Premièrement, sur le hors-site, il y a des systèmes qui sont pas totalement constructibles off-site, notamment tous les rez-de-chaussée, très souvent au moins les systèmes de fondation, de sous-sol, etc. Donc on fait toujours appel à certaines filières qui sont des filières plutôt humides, coulées en place. Donc il y a une complémentarité qui se met sur la question de la réhabilitation aussi. Ça veut dire que ça, c'était évoqué. La réhabilitation hors site, elle est plutôt favorisée sur la question de la réhabilitation de bâtiments qui eux-mêmes ont été produits dans une logique qui était extrêmement technicienne, plutôt dans les années 60-70, qu'on a appelé dans l'histoire de l'architecture le hard French, donc des bâtiments un petit peu sévères et un petit peu droits, mais qui sont extrêmement répétitifs, au demeurant répétitifs à l'œil nu, mais quand on regarde de près, il y a des déformations des bétons, etc. Et c'est là que les techniques modernes, avec nuages de points, etc., et leur site permet justement d'avoir une analyse extrêmement fine du contexte. La répétition, c'est pas toujours mal. Hein. Pierre Pelot, vous nous disiez qu'il faut presque revenir aux années 60, voire aux bâtiments haussmanniens. Ça serait presque plus pertinent. Expliquez-nous. Oui, effectivement, moi, quand je vais rappeler... Le haussmannien, tiens, oui, pourquoi pas? Je vais y venir. C'est sympa, le haussmannien. Je savais bien que vous alliez me taquiner là-dessus. Je reviens... Surtout sur du logement social. Quand même, parce que là, on a parlé de centaines de logements en réhabilitation. La production neuve, chez les bailleurs sociaux, la moyenne, en tout cas en Ile-de-France, pour 3F, c'est 30 logements. C'est une toute petite échelle. Et sur cette toute petite échelle, on nous demande d'avoir une granulométrie extrêmement fine de T1, T2, T3, T4, T5, qu'on vient, comme un jeu de taquin, essayer d'assembler. Et c'est là que j'ai rebondi, quand on a échangé ensemble, en disant mais pourquoi on ne tire pas les fruits de l'expérience des années 60, mais même de l'époque haussmannienne, mais même de l'époque des HBM, où on empilait effectivement les logements de même typologie pour éviter effectivement les reprises de charges compliquées, les soffites, etc., où on avait une gaine qui plombait. Et je crois qu'il faut aussi revenir aujourd'hui à un peu de simplicité dans nos programmations qui viennent nous contraindre et en renchérir énormément les coûts de travaux. C'est pour ça que je faisais cette image avec cette époque qui avait l'intelligence, certes, de faire des immeubles très répétitifs, qui ont créé quelques dégâts, j'irais, sur la forme urbaine, mais qui, sur la qualité des logements et la qualité constructive, avaient beaucoup d'intelligence. Donc aujourd'hui, on doit le faire évidemment différemment, décarboné, à l'échelle de programmes beaucoup plus petits. Mais je crois que c'est aussi ça qu'il faut que le hors-site interroge, avec, effectivement, on ne fera pas tout en 3D, on ne fera pas tout en 2D, en 1D, on mélangera un petit peu tous les systèmes constructifs. Il faut se servir de la boîte à outils. Il y a un marché qui existe aussi, hein, donc c'est à la fois un frein et une qualité, c'est-à-dire qu'on a des entreprises, des petites, des grandes et des moyennes. Elles ont leur façon de travailler, elles vont évoluer dans ce travail avec forcément une réflexion sur la décarbonation qui va les amener progressivement aussi à changer leurs habitudes. Mais donc on a tout ce tissu sur lequel qu'il faut entraîner derrière nous. Alors c'est à la fois effectivement peut-être un frein parce qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, mais en même temps, je pense que c'est aussi la qualité de chacune de ces entreprises qui va nous permettre aussi d'évoluer et de répondre à toutes les dimensions de programme.
Alors, Fabien, d'abord réaction, et ensuite Stéphane. Oui, je rebondis sur ce que dit Pierre, parce qu'effectivement, c'est la question du contexte. C'est-à-dire que le grand problème de l'industrialisation du bâtiment, c'est d'adresser notamment les formes urbaines et la forme des parcelles. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait après 1945 jusqu'en 1977 à peu près, ça a été fait sur des reconfigurations de parcelles à neuf. C'est-à-dire que c'était du remembrement. On a enlevé les parcelles anciennement des faubourgs, etc., les parcelles agricoles. Et ça a été évidemment l'image, la fausse image du chemin de grue, mais quelque part, ça donne le bâtiment parfait qui est généré par une fabrication industrielle. Aujourd'hui, le grand sujet, c'est justement d'adapter cette question de fabrication industrielle aux formes urbaines, des parcelles compliquées, avec des pignons aveugles, avec des rentrées dans la parcelle, des trapèzes, etc. Et c'est ça le sujet de cette haute couture et de la mixité des techniques pour adresser la question de la complexité des formes urbaines. Stéphane, alors réaction, c'était long, hein, puisqu'on a eu les freins, justement, ce qu'il faut faire, convaincre les collaborateurs, convaincre les directions. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait libérer complètement la construction hors site? Alors, ce qui pourrait libérer la construction hors site, c'est aussi ce qui est aujourd'hui le frein majeur à l'évolution de la productivité dans le secteur du bâtiment. Il y a une note que je vous invite à lire de McKinsey sortie au mois de juillet dernier, qui montre en substance que le monde du bâtiment, sur les 20 dernières années, et au niveau mondial, il n'y a pas de spécificité française là-dessus, ne nous autoflagellons pas plus que de besoin. Le monde du bâtiment a perdu sur 20 ans de l'ordre de 10% en termes de productivité horaire. Là où l'industrie, les autres industries, ont gagné plus de 100%. Donc moins 10 versus plus 100%. Voilà. Et donc on a un vrai problème de fond, c'est-à-dire que le coût de la construction a grimpé plus vite que l'inflation partout, et c'est un facteur de renchérissement. Alors quand on essaye d'analyser le pourquoi des choses, moi, un des éléments majeurs, avant le mode constructif, c'est la segmentation des acteurs qui interviennent dans l'acte de construire. On a un mode d'organisation des acteurs où chacun prend un petit bout du sujet. Pierre l'évoquait avec le programme. On a un acteur qui va venir dire le programme, ça doit être ça, et puis débrouillez-vous. On a le bailleur qui va, en tant que maître d'ouvrage, qui va passer la patate chaude à l'architecte en lui rajoutant ses propres contraintes. L'architecte qui va faire son travail et qui va passer ça à un constructeur ou à des industriels et qui vont dire « D'accord, je sais faire ça, mais peut-être qu'on aurait pu mettre plus d'intelligence dans le projet dès le départ. » Et l'intelligence, elle n'est pas le monopole de qui que ce soit là-dedans. Oui. Elle est le monopole du dialogue entre tous ces acteurs. Il faut quelque part qu'on arrive à entrer d'une conception des projets, que ça soit au plan urbain ou bâtimentaire, et en construction neuve comme en rénovation, partir d'une verticale, chacun donne ses instructions au suivant, et puis, et puis on regarde à la fin ce qui se passe, à quelque chose qui soit réellement circulaire, où chacun contribue à l'intelligence collective du projet. C'est à cette condition, et ça j'en suis profondément convaincu, qu'on arrivera à gagner l'équation du hors-site, et pas de n'importe quel hors-site. Fabien l'évoquait tout à l'heure à plusieurs reprises, et je pense que c'est très important. Si le hors-site, demain, c'est j'achète en Chine des conteneurs et des modules 3D tout faits pour les amener et de façon standardisée faire, en fait, on a tout perdu. On a perdu les savoir-faire locaux, on a perdu le rapport au vernaculaire, à la situation, etc. Et tout l'enjeu du hors-site aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre de l'intelligence de projet, de la rationalisation, parce qu'il en faut. Oui. Comment est-ce que finalement on construit les boîtes à Lego qui donnent une grande liberté de faire et de percevoir. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup à la combinaison du 1D, du 2D, du 3D, des composants complexes non structurels, et non pas à une mono-solution de hors-site. C'est à cette condition qu'on arrivera à faire, compris avec les matériaux du territoire, avec les savoir-faire du territoire, etc. Et c'est presque le paradoxe du hors-site, c'est que, je dirais presque que le hors-site, on s'en fout. Mais sauf que le hors-site permet de faire levier sur une autre manière de concevoir le rapport entre les acteurs et de revoir toute la chaîne de valeur de la construction, revoir la chaîne de valeur au bénéfice de tous. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important.
et qu'on voit dans les premiers projets qui sont en train de se construire, il n'y a pas de perdant là-dedans. Ouais. C'est pas je vais te prendre à toi pour récupérer là. C'est retrouver finalement de la productivité et de l'intelligence de projet pour une meilleure qualité à la fin pour tout le monde. Alors c'est vrai que de toute façon, le mode constructif, je veux dire pour celui qui va habiter in fine dans le bâtiment, peu importe, hein, on ne connaît pas tous les composants de notre téléphone, on veut qu'il marche, on veut entrer dans le bâtiment et que ça fonctionne. C'est très intéressant. Justement, là, quand on parle aussi de passage à l'échelle, il faut se dire, cette filière, elle doit s'organiser, elle doit bien sûr progresser et peut-être, plutôt que de réinventer à chaque fois quelque chose, se dire qu'est-ce qu'il y a sur l'étagère. Si on fait l'analogie avec l'industrie automobile, c'est vrai qu'il y a des constructeurs qui sont intégrés, c'est-à-dire ils ont déjà des pièces qui sont faites et puis ils font un petit peu d'ingénierie pour refaire une voiture. Mais c'est les mêmes pièces, c'est le même moteur. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on pourrait organiser, mieux faire, c'est l'objet de l'association aussi? Alors, très clairement, le premier objet de l'association que nous avons créé l'année dernière, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et moi, j'ai été très frappé lors de l'Assemblée générale constitutive de l'association. Il y avait un acteur du modulaire 3D qui, à un moment donné, on posait la question à tous ceux qui étaient là, en fait, pourquoi vous êtes entrés dans cette association? Et cet acteur disait, mais en fait, moi, je ne rencontre jamais les architectes. Il faut, pour pouvoir faire ensemble, il faut se connaître. Connaître nos contraintes aux uns et aux autres. Et pas les imaginer. Parce qu'on peut toujours se dire, ah oui, non, mais il n'a rien compris. Bon, ça c'est sympa, mais ça ne va pas faire avancer que je m'y. Donc le premier objectif, c'est que tous les acteurs soient autour de la table, tous les corps de métier, tous les savoir-faire, depuis la puissance publique, y compris les aménageurs, jusqu'aux industriels, en passant par bien sûr les architectes, les bureaux d'études techniques, les entreprises de construction, de gros œuvres, les artisans, parce que là aussi on est dans toutes ces dimensions. Donc ça c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de construire des communs. Prendre un exemple très très concret de commun qui nous manque. On parle depuis tout à l'heure de hors-site. On n'a pas une méthode homogène pour dire quel est le taux d'incorporation de hors-site aujourd'hui dans un bâtiment. C'est à la fois pas la fin du monde. On peut construire des choses sans avoir besoin de se poser cette question. En même temps, si on veut mesurer sincèrement l'impact du hors-site sur le coût, sur la qualité, quel que soit les notions qu'on met derrière qualité, il faut qu'on ait cette rigueur d'avoir un thermomètre commun. Et ça, ce thermomètre commun, ça ne peut pas être une famille d'acteurs qui le construit, je dirais, de façon biaisée, c'est tous les acteurs ensemble. Et donc, c'est par exemple un des éléments que l'association est en train de créer, en faisant attention, et je le dis tout de suite, à ne pas refaire ce que beaucoup d'autres font aussi. Le hors-site, c'est aussi beaucoup d'acteurs qui produisent de la connaissance, de la formation, des savoir-faire. Et il y a suffisamment de choses à faire dans ce domaine pour tirer vers le haut notre manière de construire, oui, pour faire avec tous les acteurs qui sont là et dans une complémentarité. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a très très à cœur et on travaille aujourd'hui avec beaucoup d'acteurs et d'associations pour finalement rajouter ce qui n'arrive pas à avancer. Je vais donner cet exemple de thermomètre. Et juste par exemple sur ce thermomètre, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui font du hors-site sans le dire, sans le savoir. Parce que finalement, le hors-site, quand vous faites un immeuble de bureau et des façades, en fait, la plupart des façades sont déjà préfabriquées. Les menuiseries sont déjà préfabriquées. Il y a plein de composants qui le sont. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on met l'intelligence aussi dans la conception, oui, pour optimiser tout ça. Oui, et puis on voit de toute façon que même autour de nous, hein, il y a énormément de structures, de choses qui sont fabriquées en usine de plus en plus et qu'on va intégrer demain dans nos bâtiments. L'avenir de la filière, messieurs, justement, comment le voyez? Quels sont là aussi? Alors Stéphane nous a donné quelques pistes. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire justement pour passer à l'échelle. Paul? Oui, alors je rebondis sur un élément. J'arrive sur votre question, mais je rebondis sur la question de la qualité architecturale. Sur l'opération des 1000 logements qu'on est en train de faire, on a fait le choix de faire, sur ces 1000 logements, il y a 27 bâtiments, on a demandé à 5 architectes de travailler dessus pour avoir une diversité d'architecture avec un mandataire pour avoir une cohérence à l'échelle globale, pour ne pas faire kaléidoscope. Et c'est là où c'est intéressant, c'est remettre la fierté d'habiter dans son habitat et dans son quartier.
Moi, j'ai eu le cas, c'était intéressant sur la dernière opération qu'on a faite sur Noirettes. J'ai un jeune qui, avant la réhabilitation, je le voyais, il était seul au pied de son immeuble. Et le mercredi, voilà, il jouait à la balle tout seul. Et j'ai dit, mais t'as pas des amis, t'as pas des copains? Il me dit, bah, j'ai trop honte d'habiter ici, j'ai pas envie qu'ils voient là où j'habite. Et après la réhabilitation, je l'ai retrouvé, donc il a un peu grandi. Et il était avec des potes, ils étaient en train de jouer au foot devant chez lui. Et j'ai dit, bah alors, depuis... ah bah maintenant je suis trop fier d'habiter là. À chaque fois je dis à mes copains de venir et maintenant on a pu participer à remettre des étoiles dans les yeux de ses enfants. Et j'ai dit bah, si je remets la fierté d'habiter dans le logement, je ramène aussi un certain respect aussi du bâti. Donc je vais moins le solliciter, moins le dégrader et je vais avoir quelque chose de pérenne. Et vraiment, je pense que c'est là où, au bout d'un moment, on construit, on fait attention à l'environnement, on fait attention à nos finances, on reste des bailleurs. Nous, notre enjeu, c'est nos locataires. Et si le locataire, à la fin, il est plus que satisfait, je trouve qu'on a gagné là-dessus. Et après, sur quelle perspective? J'ai tellement d'entreprises qui me disent, mais Paul, en faisant ça, vous allez tuer les PME, vous allez tuer les TPE. J'ai dit, mais attendez, j'ai jamais dit que ça serait à la place d'eux. Oui. Simplement, aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, 2020-2025, enfin 2015-2020, on a fait 5000 logements en réhabilitation avec des entreprises saturées. L'enjeu, il est normalement de 2020-2025 en faire 50 000. Moi, je ne sais pas où on va les trouver. Déjà, les entreprises, on a du mal à les solliciter. Elles ont du mal à embaucher. On va être franc, ce n'est pas des métiers qui attirent le plus. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis ravi d'avoir des Turcs, des Albanais, des Croates qui viennent travailler sur nos chantiers parce que sinon, on n'aurait personne. Donc, la Suisse, c'est hyper important. Et quand on voit effectivement les conditions, on parlait tout à l'heure des TMS, des conditions de travail, bah, je me mets à la place d'un jeune qui sort de l'école, qui dit bah, tiens, le bâtiment, ça m'intéresserait. Est-ce que j'ai envie de finir le dos ruiné à 40 ans? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir une vraie perspective, pouvoir travailler en 3D avec de la modélisation? Voilà, c'est aussi ça. Je pense qu'on a ce rôle-là, nous, sur les générations futures et suivantes, d'arriver à donner envie. Et au bout d'un moment, il ne faut pas qu'on se dise ça a toujours été comme ça, on va rester, tant pis, ça existe depuis 100 ans, on va rester sur la même méthode. Là, il faut qu'on se réinterroge, sans tout bousculer. Mais au bout d'un moment, le 5 000, 50 000, moi, je ne sais pas le faire. Ah oui, il faut que vous dites, hein, si je comprends bien, leur site qui vient en complément et non en remplacement. De toute façon, on a besoin de tout le monde et c'est vrai que la filière, c'est compliqué, c'est débordé de travail. Oui, moi je pense qu'il y a un enjeu de rapprochement qui est aujourd'hui encore assez difficile entre les entreprises et les industriels. C'est quand même deux mondes très très différents. Donc je dirais, pour faire vite, d'un côté, on a le monde un peu irrationnel, de la maîtrise d'ouvrage, de l'aménageur, du politique, toute cette bande-là. Et puis, on a le rationnel qui est l'industriel. L'industriel, il ne comprend pas qu'un permis, ça va être modifié, qu'il ne sera peut-être pas obtenu tout de suite. Donc, ces chaînes de production, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc on est sur ce monde-là. Donc, le frein, il est là, en fait, aujourd'hui. Et c'est ce que disait Stéphane, c'est-à-dire qu'il faut travailler de façon beaucoup plus concurrente en amont. Et notamment chez les acteurs publics, la commande publique peut être un frein. Parce que ça nous empêche, effectivement, peut-être, d'arriver à travailler très en amont avec l'ensemble des acteurs. Nous, on a poursuivi un certain nombre de pistes chez 3F en termes de commandes pour faire travailler le plus en amont possible ces acteurs, soit avec des marchés de conception-réalisation, avec des phases négociées pour travailler ensemble justement pendant cette phase de conception-réalisation. On a travaillé sur des appels à concurrence des appels d'offres, travaux sur des APS pour travailler très tôt avec l'entreprise. On a fait de la loi MOP inversée pour choisir d'abord le groupement d'industriels d'entreprise, puis ensuite choisir l'architecte qui va utiliser, je dirais, le mode d'emploi de l'industriel et de l'entreprise avec le prix. On cherche à travers les outils aujourd'hui à faire en sorte de pouvoir travailler tous ensemble. Mais vraiment ce rapprochement industriel-entreprise, c'est un vrai sujet. Et moi, il y a un sujet que j'aime bien rappeler, c'est encore dans l'histoire, c'est encore un peu les années 60, mais Fernand Pouillon, il avait fait un truc génial, c'est qu'à la fois il était architecte, il était entreprise, il était promoteur, il a réussi à faire des choses géniales. Bon, il a fini en tôle parce qu'il n'a pas fait tout comme il faut. Mais mine de rien, le modèle était très bon, et d'ailleurs la qualité architecturale
et mon voisin de gauche ne dira pas le contraire, est de très grande qualité, que ce soit en Algérie, que ce soit en Iran, que ce soit en France, à Boulogne et ailleurs. Donc voilà, donc je pense que c'est vers ça quand même qu'il faut revenir, et c'est ce qu'avait compris Fernand Pouillon d'ailleurs, c'est qu'il fallait tout maîtriser avec l'ensemble des acteurs très tôt. Oui, Fabien, dans toi. Oui, je pense que aussi un des sujets, c'est la diffusion des savoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui n'y vont pas parce que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas encore. On le voit, y compris sur la question des prix. On a entendu à l'association des promoteurs qui disaient bah non, on a essayé, on est sorti plus cher. D'autres, bah non, c'est pas vrai, en fait, tu aurais dû sortir moins cher. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire de valoriser, identifier les bonnes opérations, évidemment avec un architecte pris super en amont, de qualité architecturale, de qualité d'habité, de qualité technique, de pérennité pour la maîtrise d'ouvrage, de qualité au niveau des coûts, faire valoir, mais surtout, à mon avis, travailler à livre ouvert, de voir où ont été les problèmes, comment ils ont été débusqués, comment ils ont été solutionnés, de façon à faire œuvre de pédagogie et de travailler en parfaite clarté. Pas simplement promouvoir le hors-site pour le hors-site, parce que le hors-site n'est pas une fin en soi. Il faut savoir quelle fin le hors-site peut remplir et de dire comment on y va tous ensemble pour aussi rassurer. Donc c'est, à mon avis, ces sujets-là de réalisation, de retour sur expérience, réalisation expérimentale, avec différents montages. Je sais que Essai Immobilière 3F, on en discute très très souvent, mais c'est extrêmement intéressant d'avoir un comité scientifique qui évalue et qui fait de la publication. Donc ça, c'est diffusion des savoirs après les opérations. Et puis il y a la grande question aussi, et c'est pour ça qu'on dit souvent on va essayer de maquer l'archi en conception réa, parce que les archis, etc., la question de la construction, ils ne sont pas forcément tout à fait au fait. Bon, oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est aussi la question de la diffusion de la culture industrielle et constructive dans la formation, et pas que des architectes, hein, excusez-moi, mais c'est aussi auprès des ingénieurs. D'accord ? C'est toute la filière en fait qui doit évidemment absorber de façon à prendre du recul. Parce que quand un archi fait du projet, c'est pas tout à fait la même façon que faire du projet technique. En fait, le projet de l'industriel, c'est de la marche en avant. Et c'est parce que c'est de la marche en avant qu'il y a une réduction des coûts, parce qu'on réduit le temps, etc. L'architecte, lui, il a besoin de faire des essais, des scénarios pour être sûr que le projet qu'il va proposer à la maîtrise d'ouvrage, ce sera le meilleur. Mais le meilleur, c'est pas du premier coup, il y a forcément des scories, il y a des allers-retours, etc. Et donc cette phase de maturation, et j'appelle ça vraiment comme ça, c'est essentiel qu'elle soit protégée, parce que c'est une phase qui est fragile dans la conception. On a besoin, par osmose, d'acquérir les savoirs de l'industrie de la construction, et en même temps, à un moment donné, il y a un projet qui émerge. On ne sait pas tout à fait comment, mais en tout cas, ce projet émerge. Il nous reste quelques minutes. Cédric Loret, juste sur la même question, organisation de la filière, et puis également le poids de la réglementation environnementale, hein, de façon qui pousse à développer cette filière hors site. Je crois beaucoup à la nécessité de donner de la visibilité, des volumes, pour que la filière se structure. Et je pense que si on ne franchit pas cette étape, au-delà de la nécessaire acculturation, on risque de ne pas accompagner nos industriels français et européens et de tomber dans le risque qu'évoquait Stéphane, c'est qu'on importe par exemple de Chine des solutions technologiques en Europe pour construire de façon décarbonée. Donc je pense qu'il faut vraiment que les grandes maîtrises d'ouvrage dialoguent aussi ensemble pour justement donner cette visibilité. Alors moi je suis un produit de la fonction publique au départ. Et j'ai tendance à croire que le secteur public a un rôle majeur à jouer en matière de planification. Je regrette d'ailleurs qu'on ne voit pas la construction hors site dans les grands chantiers de la planification écologique en France. Je trouve que ce sujet aurait toute sa place dans la transition écologique du secteur du bâtiment. Donc je pense qu'il faut qu'on interpelle régulièrement, et l'association peut jouer ce rôle-là, la puissance publique sur ce rôle de planification qu'elle doit jouer, État et collectivités locales. Ne perdons pas de vue, on n'en a pas parlé sur les avantages de la construction hors site. Moi, je crois beaucoup que la construction hors site puisse contribuer à améliorer l'acceptabilité de l'acte de construire pour les Français et leurs élus. C'est une manière de lever cet obstacle parce qu'on a des chantiers plus courts avec moins de nuisances. Donc insistons là-dessus et faisons en sorte que, aussi du côté des collectivités locales, on ait cet accompagnement de la filière
parce que je parle de planification dans le sens programmation, volume, donner de la visibilité pour que les industriels s'organisent, mais je crois aussi que les collectivités ont un rôle à jouer pour donner de la place dans l'aménagement du territoire de façon à ce que des industriels puissent s'installer et accompagner ce développement de la filière. Bien sûr. Bien sûr, donc on a fait déjà un large panel, il nous reste 2-3 minutes. Je voudrais juste parler justement, on a parlé des conditions de travail sur les chantiers. Évidemment, il y a une transformation aussi radicale du travail. On l'a dit, ça peut, je vois qu'il y a des plus jeunes parmi nous, des femmes également, qui peuvent être un peu rebutées de prime abord par tiens, travailler sur un chantier. Si on va à l'usine ou si on passe sur un mode industriel, qu'est-ce que ça peut changer, Pierre Polo? Oui, alors sur les chantiers, j'amènerai un petit bémol. Pas un petit bémol, mais je crois qu'il ne faut pas être trop manichéen. C'est-à-dire qu'un chantier fait effectivement en usine, c'est fait dans de meilleures conditions, c'est fait au sec, etc. Donc c'est bien plus confortable a priori qu'un chantier sur site. Mais si vous voyez les compagnons, ce qu'ils aiment aussi, c'est être justement sur un site différent, pas toujours le même, pas forcément aller toujours à l'usine, mais aller sur un site, et puis le lendemain, ça sera un autre site. Et puis, il voit construire son bâtiment, c'est assez gratifiant aussi. Donc, c'est pas le même métier. Et je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Je pense qu'il faut... Les choses se complètent. Je pense qu'il faut à la fois du travail en atelier, du travail en usine, mais il y a aussi du travail sur site, parce qu'il y a des compagnons qui aiment ce travail sur site. C'est aussi valorisant. Donc, on pourrait même imaginer qu'il y a une trajectoire des compagnons qui, arrivés à un certain âge, puissent finalement amener leurs compétences vers l'industriel pour justement aller dans un métier où, effectivement, physiquement, il est moins dur de travailler en usine que sur site. Mais il ne faut peut-être pas trop opposer les deux. Je pense que les deux sont très complémentaires. Bon, bah écoutez, on arrive au terme. Je vais vous demander, non pas une conclusion chacun, sinon on est reparti pour un quart d'heure. Donc juste un mot pour vous qui caractérise le hors-site et son futur. Le hors-site, c'est quoi pour vous? C'est d'abord une fantastique opportunité. Opportunité. Pierre Polo. Oui, mais il m'a grillé. Oui, c'est... Les autres ont le temps d'y penser. Bien. Donc je vais répéter la même chose. C'est une super opportunité. Il faut qu'on se bouge. Ça fait des années qu'on reste un petit peu sur des modèles qu'on répète. On voit qu'ils s'essoufflent. Donc c'est vraiment l'opportunité. Je rejoins pour une construction durable, rationnelle. C'est le titre. Voilà. Fabien. Du sur-mesure, encore mieux. Du sur-mesure, encore mieux. Cédric. Auré. Pour moi, c'est un challenge pour penser autrement. Et Paul. Les seules limites sont celles qu'on se donne. Oh, c'est pas mal, ça peut être... Bon, messieurs, merci, je pense qu'on peut les applaudir. Stéphane Defay, Pierre Polo, Fabien Gantois, Cédric Loret et Paul Sachot. On a déjà un premier panorama de ce qu'on peut faire, des freins, des obstacles et des perspectives. On va continuer dans un instant. Un grand merci à vous et on continue sur Batimat dans un instant. Merci messieurs.